On va parler ensemble donc, des modèles financiers pour la pérennité des projets de territoires connectés et durables. Et en parlant des modèles financiers, en fait, on va dresser un éventail des solutions pour venir financer, mais pas que financer. On va parler en fait clairement de 4 axes. L'axe du financement, bien sûr, l'axe de l'autofinancement, puisqu'on va voir qu'un certain nombre de cas d'usage s'autoportent, l'axe de la réduction des coûts et enfin les subventions que vous pouvez mobiliser dans le cadre de vos projets. Alors pour parler des financements, on va parler de ce que propose la maison qui m'emploie, la Banque des Territoires, puisque nous sommes un financeur de long terme et un financeur aux côtés des collectivités, y compris dans les cadres des territoires connectés et durables et dans le cadre de la transition énergétique et environnementale. Les premières solutions de financement, c'est le prêt. La Banque des Territoires est un grand prêteur des collectivités. Et la première solution, c'est l'Intracting. L'Intracting, c'est un prêt qui a été lancé il y a maintenant quelques années, qui est un prêt considéré chez nous court terme, puisque c'est une maturité de 13 ans maximum sur 10 millions d'euros de financement bancaire maximum. Et l'Intracting, il vient financer principalement des cas d'usage autour, on le connaît sur le remplacement des ampoules des candélabres, le passage au LED. C'est un outil qui marche très bien pour ce type de financement et aussi tout ce qui va être lié aux économies d'énergie dans les bâtiments. Et l'Intracting, c'est une solution qui est très innovante parce qu'il va se rembourser sur les économies qui vont être générées. Donc c'est une solution qui, au final, est extrêmement compétitive et c'est vos économies qui vont permettre comme ça le remboursement de ce prêt court terme. Sur le long terme, on a le prêt à la transformation écologique qui est vraiment notre grand produit et qui va adresser en fait tous les projets de modernisation des infrastructures. Donc c'est l'eau, les déchets, la mobilité, l'éclairage, etc. Vous les avez listés ici. Et là, on est sur un prêt très long terme puisqu'on peut aller de 15 à 60 ans et un intérêt qui est extrêmement... C'est un produit très compétitif puisqu'il est basé sur le livret A dont le taux a diminué en début d'année. C'est un taux du livret A plus 0,4%. Donc aujourd'hui, c'est un prêt qui est à 2,8%, donc très long terme. Donc vraiment un produit extrêmement compétitif sur le marché. Donc ça, c'est sur la partie prêt. On a également d'autres méthodes de financement, on va dire celle-ci plus indirecte, puisque nous sommes aussi un investisseur en fonds propres. D'ailleurs, moi, je fais partie de la direction qui réalise les investissements en fonds propres. En fonds propres, et on va revenir sur la slide d'après, on investit sur les infrastructures, mais aussi on investit dans des solutions innovantes qui adressent les collectivités. Et enfin, nous sommes opérateurs de TID et DIAT pour le compte de l'État. Et dans le cas de TID et DIAT, l'un des objectifs, c'est d'identifier les cas d'usage qui vont être les plus rentables, tant au niveau économique qu'au niveau environnemental. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les lauréats, et on voit qu'ils sont répartis sur toute la France, c'est que sur les cas d'usage, je dirais les plus emblématiques, les plus traditionnels, eau, déchets, éclairage, ça avance très bien, ça avance vite au niveau des déploiements. En revanche, sur les cas d'usage de rupture, ça va être un petit peu plus long, ça prend un petit peu plus de temps. Si l'on zoome sur nos investissements en fonds propres, je vais revenir un petit peu en arrière sur l'histoire Caisse des dépôts, Banque des Territoires. Nous, on a commencé dans les années 2000 à investir dans les réseaux d'infrastructures. Ça a été les réseaux d'infrastructures RIP 1G, ensuite les réseaux d'infrastructures en télécom RIP 2G. Et puis maintenant, on peut investir sur les réseaux bas débit des objets connectés, les réseaux LoRa par exemple. Donc ça, c'est tout ce qu'on a fait depuis le début des années 2000. À partir des années 2010, on a commencé à investir dans le champ de la data. En 2014, investissement dans Open Data Soft. 2018, Synox, sont ces suivis Hexadon, Namer, qui sont les petites dernières rentrées dans le portefeuille. Et ça, ce sont des sociétés qui, nous, on va venir sécuriser le capital, on les trouve intéressantes par les solutions qu'elles portent et elles s'adressent à vos projets de data au niveau de la TE.
Et enfin, maintenant, on investigue le champ de l'IA et de l'IA frugale. En tous les cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Et on a récemment investi dans des solutions plutôt autour de l'eau, Liquimity, qui fait partie d'ailleurs d'un consortium dans DIAT, Vortex et HDRN. Donc, c'est intéressant de connaître notre portefeuille de participation sur ces sujets-là. Et on est toujours à vos côtés sur les investissements en infrastructure. Alors là, on a parlé du financement, ce à quoi on pense quand on dit financement des territoires connectés et durables. Mais il n'y a pas que le financement en argent comptant, il y a également l'autofinancement que les cas d'usage peuvent générer. Alors, je ne vais pas empiéter sur la présentation que Agnès Lemaine, l'Infranum, va faire en fin de matinée, mais c'était important quand même de parler de cette étude que j'ai trouvée fort intéressante, qui a été conduite par Infranum et la FNCCR. C'est le second observatoire des territoires connectés. Et donc, ils se sont intéressés à 5 cas d'usage les plus emblématiques. Alors, j'ai fait faire des petites images par l'IA. Donc, voilà ce que l'IA imagine autour de ces 5 cas d'usage. Et donc, on a la télérelève des compteurs d'eau, on a la gestion énergétique des bâtiments, l'éclairage public, les points d'apport volontaires et enfin la télédétection des incendies. Et en fait, cette étude, elle a regardé quel est le parc sur chaque cas d'usage en 2024 et d'ici à 10 ans, qu'est-ce qu'on estime de ce parc et quels sont les investissements qui doivent être réalisés et à côté de ça, quels sont les bénéfices environnementaux et financiers. Et pour moi, c'est vraiment la première étude qui donne ces bénéfices financiers d'autofinancement des cas d'usage. Donc les résultats, ils ont été communiqués en novembre dernier et puis il y a eu une présentation qui a eu lieu lundi après-midi. Mais juste pour vous donner extrêmement rapidement, parce que Agnès va vraiment les détailler, mais si on prend le cas d'usage de l'eau qui est vraiment le plus emblématique, on est quand même sur une économie au total, enfin un bénéfice net généré de plus de 200 millions d'euros. Donc vraiment, on gagne de l'argent à mettre en place la télérelève des compteurs et on économise 811 millions de mètres cubes d'eau, dont 100 millions au niveau des fuites des particuliers. Donc il y a aussi des économies au niveau des particuliers, il n'y a pas uniquement des économies au niveau des collectivités. Si on prend le cas d'usage au niveau de l'énergie des bâtiments, là on est sur un cas d'usage qui rapporte encore plus, puisqu'on est sur 731 millions d'euros. Alors en fonction des projections qui ont été faites, Agnès expliquera qu'on peut faire aussi d'autres types de projections et que ce sont des projections qui sont réalistes mais également qui peuvent être poussées un petit peu plus loin. Et sur aussi des taux d'adoption, en ce qui concerne les bâtiments connectés, d'avoir un parc, ils n'ont pas poussé le curseur jusqu'à 80% du parc. Donc ça aussi, des économies supérieures peuvent être réalisées. Ça, c'est un scénario de départ. Si on prend l'éclairage public, on est sur 142 millions d'économies sur le scénario de base. Sur les points d'apport volontaires, 301 millions d'euros. Et enfin, sur la télédétection des incendies, potentiellement 106 millions d'euros, mais aussi sur un gain de vie humaine, ce qui n'est pas neutre. En tous les cas, on voit que sur ces 5 cas d'usage qui sont, je dirais, les plus à la mode, en tous les cas, ceux sur lesquels on voit bien les vrais bénéfices qui sont générés. J'avais envie de zoomer dans le cadre de cette présentation sur un cas pour moi qui coche toutes les cases, le triptyque vertueux qui est le syndicat d'énergie de l'Ain. Alors le syndicat d'énergie de l'Ain, on l'aime bien à la Banque des Territoires parce qu'à la fois il est lauréat de Linktracting puisqu'il y a eu un projet de remplacement des LED. Ils ont co-créé un hyperviseur avec Hexadon qui est une société dans laquelle nous avons investi et ils sont lauréats de TID. Donc là on est vraiment dans le cas pour nous vraiment très intéressant. Alors le syndicat d'énergie de l'Ain, ils ont voulu, donc après avoir mené ce projet de remplacement des LED sur leur candélabre, ils ont voulu se doter d'un hyperviseur pour visualiser et pour améliorer les performances globales et visualiser les gains énergétiques et économiques. Alors, ils se sont concentrés sur 2 cas d'usage, l'éclairage public avec les LED et la gestion technique des bâtiments. Sur la gestion technique des bâtiments, clairement, les coûts d'installation et de maintenance sont financés par les économies qui sont générées sur ce cas d'usage. En matière d'éclairage, le SIEA m'a expliqué qu'ils avaient d'abord expérimenté l'extinction massive des candélabres, qui déjà a généré, donc on le voit là, 7 gigawattheures annuels en énergie, mais ils sont allés
plus loin, et notamment grâce à l'hyperviseur, et ils ont voulu moduler à l'armoire les intensités lumineuses, ce qui de 1 permettait une meilleure adoption pour les citoyens, parce que le noir total, surtout en plein hiver, de 18h jusqu'à 8h du matin, ça peut être dangereux dans certaines communes, et donc ils peuvent aussi rallumer en urgence si besoin. Mais en fait, moduler, c'est pas forcément intuitif, mais ça leur a permis, ils ont constaté qu'ils avaient plus d'économies dans cette modularité que sur l'extinction massive. Et ça, c'est l'hyperviseur qui va leur permettre de vraiment affiner au mieux quelle intensité lumineuse va permettre de générer un maximum d'économies. Alors les économies, elles sont aussi simples, c'est-à-dire que quand on est obligé d'agir au niveau du candélabre, on a l'intervention d'un agent technique. Là, typiquement, grâce à ce qu'ils ont mis en place, on agit directement à l'armoire de commande, et on n'a plus l'intervention humaine. Et par ailleurs, ils ont également, et ça peut être intéressant en termes de réplicabilité, développé un petit cas d'usage sur la gestion des incidents. Ils ont quelqu'un en fait qui gérait toute la gestion des incidents, qui prenait un certain temps, et c'était une seule personne qui s'occupait de ça. Grâce à cette petite application, ils peuvent déclarer les incidents directement au niveau de l'hyperviseur, et ça permet à la personne qui s'occupait de ça de faire autre chose. Donc c'est un vrai gain en productivité. Et le SIEA m'a expliqué également qu'un autre enjeu pour eux, c'est la réplicabilité. C'est-à-dire, eux, ils se sont lancés dans ces projets de grande ampleur, et en plus, ils vont regarder ce qui va se faire dans les autres collectivités et à se dire, ce qui est fait, moi, ça peut m'intéresser, et en plus, on n'est plus en phase de POC, donc moi, je sais l'implémenter plus vite et peut-être l'acquérir moins cher. Ce qui nous permet de passer aux enjeux suivants, c'est la réplicabilité, qui va être essentiel dans les modèles financiers en fait pour pouvoir acquérir moins cher des cas d'usage qui fonctionnent et qui sont bien documentés. Donc la réplicabilité, ça permet de réduire les risques et les coûts associés. Ça permet de standardiser les processus, de répliquer un truc qui marche, d'accélérer la mise en œuvre des projets. Et cette réplicabilité, ça peut aussi avoir des formes multiples, et notamment se placer au niveau de la mutualisation, un changement d'échelle. On va essayer au niveau de cette mutualisation d'imaginer des plateformes ergonomiques plus simples qui vont permettre d'être adoptées plus facilement par les collectivités. On va essayer aussi de faire en sorte que sur un cas d'usage, l'applicatif puisse être réplicable à un autre cas d'usage. Ça coûtera moins cher. On va s'assurer d'un retour sur investissement. Alors, je vais encore parler du SIEA. Le SIEA propose par exemple un calculateur pour mesurer les économies générées par le passage au LED. Si on prend la Vendée, le jumeau numérique qu'ils ont mis en place permet au niveau de la commune un bilan du potentiel solaire. Donc voici des cas d'usage que vous pouvez répliquer de façon extrêmement simple. Sur les lauréats TID, DIAT, il y a un vrai enjeu aussi de réplicabilité. C'est un sujet dont ils parlent beaucoup au niveau de l'animation des lauréats. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de webinaires qui sont organisés tout au long de l'année, et des rencontres également pour que chaque collectivité puisse savoir ce qui est pratiqué chez les autres, comment ça marche, quels sont les freins, qu'est-ce qui marche bien, ce sur quoi il faut être attentif. Donc ça, c'est vraiment extrêmement précieux pour les collectivités qui voudront se lancer sur des cas d'usage de cette communauté TID et DIAT. La réplicabilité, toujours, la Banque des Territoires, c'est un sujet qui nous préoccupe et sur lequel on essaye d'apporter des réponses via Numérique 360 qui a été lancé en novembre dernier, en novembre 2024. C'est une des premières plateformes sur le marché qui va mettre en relation des collectivités, des demandeurs, ce qu'on va appeler des demandeurs, et des offreurs de solutions. Donc déjà, ça a un énorme répertoire qui permet, en fonction d'un besoin précis, de trouver un certain nombre de sociétés qui vont pouvoir répondre à la demande. Mais c'est pas que ça, Numérique 360, c'est aussi un certain nombre de contenus, des contenus chauds, des contenus froids, des interviews, des dossiers, des descriptions sur des cas d'usage très précis, sur des projets qui ont été déployés, pour donner aussi de l'inspiration, pour montrer ce dont on parlait, les éventuelles difficultés, les réussites. Et donc, on va retrouver tout ça dans Numérique 360 que je vous recommande grandement d'aller regarder.
Dans tous les cas, un contenu qui essaye d'être le plus exhaustif possible par rapport à votre demande. Et pour finir, je voulais parler des subventions pour compléter les financements. En parallèle des subventions, il y a aussi le fonds vert d'1,15 milliard qui peut être sollicité, mobilisé pour ces projets-là. Et au niveau des subventions, alors nous, toujours côté Banque des Territoires, vous voyez, on est partout. On propose le parcours d'accompagnement à la data. Donc on est en fait sur un accompagnement en amont de tous les projets que vous auriez envie de mettre en œuvre autour de la data. Un autre programme de subvention qui est l'EU City Facility qui octroie une aide de 60 000 € pour un accompagnement technique. Le programme ELENA sur les projets d'efficacité énergétique et de mobilité pour des grands projets supérieurs à 30 millions d'euros, donc pour des montants compris de subventions entre 1 et 3 millions d'euros, donc un programme piloté par la BEI et la Commission européenne. Le programme ACTE qui est piloté par la FNCCR. Et puis pour aller plus loin, le moteur de recherche aide-territoire.beta.gouv.fr. Là, vous pouvez, moi je me suis amusée à aller chercher des choses, donc vous avez en principe une sorte d'exhaustivité des aides en fonction des projets qui seraient déployés. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je suis à votre disposition.